Élisabeth Aïr. La plupart des gens la connaissent sous son surnom légendaire, la Reine Vierge. Son règne, long de plus de 40 ans, est souvent présenté comme l'âge d'or de l'Angleterre. Une époque où le pays s'enrichit grâce aux explorations, où les poètes comme Shakespeare brillèrent et où la couronne anglaise rayonna d'une lumière éclatante dans toute l'Europe. Les portraits officiels de la reine nous la montrent comme une figure presque divine. Son visage peint de blanc éclatant, ses robes richement décorées de perles et de broderies, ses colliers étincelants et ses cheveux roux flamboyants la faisaient apparaître comme une femme éternellement jeune, immobile dans une perfection glacée. Elle devint une icône, un symbole de majesté et de puissance. Pour ses sujets, elle était plus qu'une reine. Elle était une légende vivante, presque intouchable. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien moins reluisante. Sous les couches épaisses de poudre blanche et de rouge à lèvres carmin, sous les robes brodées d'or et les bijoux étincelants, se trouvait un corps bien humain, et marqué par des habitudes d'hygiène qui, aujourd'hui, nous sembleraient insoutenables. Car Élisabeth vivait dans un monde où l'eau était suspecte, où les bains étaient considérés comme dangereux, où les dents pourrissaient à cause du sucre, et où les odeurs corporelles étaient masquées par des parfums au lieu d'être lavées. Dans ce monde, même une reine pouvait dégager des senteurs loin d'être royales, avoir des dents noircies, des cheveux clairsemés et une peau rongée par les produits toxiques de ses cosmétiques. C'est ce contraste, presque choquant, qui fascine encore aujourd'hui. Comment une femme qui contrôlait son image avec une habileté politique remarquable, qui savait manipuler son apparence pour paraître éternellement jeune et majestueuse, pouvait en réalité vivre avec des pratiques d'hygiène que nous qualifierions aujourd'hui de répugnantes? Ce décalage entre l'icône et la réalité nourrit les légendes les plus tenaces. Certains diplomates étrangers rapportèrent qu'en s'approchant de la reine, ils furent frappés par son haleine si mauvaise qu'ils avaient du mal à soutenir la conversation. D'autres affirmaient que sa peau, abîmée par des années de maquillage au plomb, cachait cicatrices et crevasses. Et tous s'accordaient à dire que son apparence publique, si éclatante dans les portraits, n'avait rien à voir avec l'odeur et la réalité de son corps au quotidien. Il est pourtant important de rappeler qu'Élisabeth n'était pas seule dans ce cas. L'époque elle-même était marquée par une hygiène rudimentaire. Les palais regorgeaient de puanteurs, pots de chambre rarement vidés, latrines rudimentaires, vêtements rarement lavés. Le luxe des Tudors brillait à la surface, mais en dessous se cachait la crasse, les odeurs et les parasites. Vivre à la cour signifiait être entouré de musique, de danse et de festins, mais aussi d'effluves nauséabonds que l'on tentait de dissimuler avec des parfums. Ce récit que vous allez entendre n'a pas pour but de salir la mémoire d'Élisabeth Aïr, mais au contraire de montrer sa complexité. Car si elle reste l'une des plus grandes souveraines d'Angleterre, il ne faut jamais oublier qu'elle était aussi une femme prisonnière de son temps. Ses habitudes d'hygiène, qui nous paraissent dégoûtantes aujourd'hui, étaient en réalité assez communes au XVIe siècle. Pourtant, dans son cas, elle prenait une dimension particulière, car son image publique reposait justement sur une illusion de pureté et de grandeur. Durant cette histoire, nous allons plonger dans les coulisses de son quotidien. Nous allons explorer ses pratiques de toilette, ses habitudes alimentaires, ses rituels de beauté, et voir comment tout cela façonnait non seulement son apparence, mais aussi sa légende. Nous découvrirons pourquoi elle se lavait si rarement, pourquoi ses dents devinrent noires, pourquoi ses cheveux tombèrent, et comment elle utilisa des perruques et des cosmétiques pour maintenir une image parfaite. Nous irons aussi plus loin en observant la manière dont son entourage percevait ses habitudes. Car à la cour, rien ne restait secret. Les ambassadeurs étrangers, les dames d'honneur, les conseillers, tous voyaient, sentaient et jugeaient. Et les rumeurs, bien sûr, transformaient ces détails intimes en scandales politiques. Enfin, nous mettrons en perspective cette hygiène douteuse avec le reste de son époque. Car Élisabeth n'était pas la seule à vivre ainsi. Rois, nobles et simples gens partagèrent des pratiques qui aujourd'hui nous paraissent impensables. Cela nous permettra de mieux comprendre non seulement sa vie, mais aussi les mentalités de toute une société. Avant de commencer, je vous pose une question. Quand vous pensez à une grande reine comme Élisabeth Aïr, vous l'imaginez sûrement majestueuse, immaculée, presque divine. Mais si vous aviez pu l'approcher, si vous aviez respiré son parfum mêlé de poudre toxique, de sueur et de sucre, auriez-vous toujours eu la même admiration? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines sections risque de briser l'image idéale que vous aviez d'elle. Élisabeth Aïr, dès le premier jour de son règne, comprit que l'image comptait autant, sinon plus, que la réalité. Dans un monde où les rumeurs pouvaient détruire une reine et où les hommes au pouvoir cherchaient toujours à réduire l'autorité d'une femme, elle sut transformer son apparence en une arme politique. C'est peut-être l'un de ses plus grands talents.
Elle n'était pas seulement une souveraine, elle était une actrice dans un théâtre où toute l'Angleterre constituait le public. Dès ses débuts, Élisabeth avait un atout naturel qui frappait ses contemporains. Sa chevelure rousse flamboyante héritée de son père, Henri VIII. Dans un pays où la couleur des cheveux pouvait symboliser le tempérament et même la destinée, cette chevelure lui donnait une aura singulière. Elle laissait deviner une personnalité vive, ardente, presque indomptable. Les poètes de son temps s'en inspiraient, et les portraits qu'on faisait d'elle mettaient toujours en avant cette flamboyance capillaire. Mais derrière cette vitalité apparente se cachait déjà une fragilité, car en vieillissant, elle perdit une grande partie de ses cheveux, ce qui la poussa à adopter des perruques élaborées. Sa peau, autre élément central de son image, fut elle aussi transformée en symbole politique. Les peintres la représentaient blanche, éclatante, presque lumineuse. À l'époque, une peau pâle était considérée comme un signe de noblesse. Cela signifiait que l'on ne travaillait pas sous le soleil, que l'on appartenait à une caste supérieure, éloignée des travaux manuels. Élisabeth accentua cette blancheur en utilisant des poudres à base de plomb et de vinaigre. Ces cosmétiques donnaient à son visage une clarté irréelle, mais à long terme, ils abîmaient sa peau, provoquaient des cicatrices et contribuaient à sa perte de cheveux. Pourtant, Élisabeth préférait cette illusion de perfection à la vérité de son corps. Elle comprenait parfaitement que l'art du paraître pouvait sauver son autorité. Dans ses portraits officiels, elle apparaissait figée, sans rides, immuable à travers les décennies. Ces images ne reflétaient pas la femme réelle, mais la reine idéale, éternelle et intouchable. On dit souvent que les artistes qui peignaient Élisabeth n'avaient pas le droit de montrer ses défauts. Les rides de son visage, ses dents abîmées, ses cicatrices de petites vérolles étaient effacées au profit d'une image pure et glorieuse. C'est ainsi que se construisit la légende de la Reine Vierge, intouchable et mystérieuse. Mais au quotidien, cette image demandait un travail constant. Élisabeth passait de longues heures à se préparer, à se maquiller, à se coiffer. Ces dames d'honneur savaient à quel point elle était exigeante, parfois colérique, lorsqu'une mèche n'était pas parfaitement placée ou qu'une couleur de rouge à lèvres ne convenait pas. Derrière la majesté qu'elle affichait au public se cachait une discipline stricte, presque obsessionnelle, pour contrôler chaque détail de son apparence. La reine utilisait aussi ses vêtements comme un langage. Ses robes étaient gigantesques, lourdes, recouvertes de broderies, de perles et de pierres précieuses. Chacune d'elles envoyait un message. Puissance, richesse, autorité. Plus la reine vieillissait, plus ses robes devenaient imposantes, comme si elle cherchait à compenser la fragilité de son corps par l'éclat du tissu. Certains observateurs affirmaient qu'elle possédait des centaines de robes, chacune plus extravagante que la précédente. Porter de tels vêtements signifiait non seulement affirmer sa grandeur, mais aussi dissimuler les odeurs, les taches et la crasse d'un corps rarement lavé. Ces bijoux étaient eux aussi des symboles. Les perles, en particulier, représentaient la pureté et la virginité. Élisabeth en portait à profusion, autour du cou, sur ses robes, dans ses cheveux. Elle rappelait constamment son image de reine vierge, une femme qui, contrairement aux autres reines Tudor, n'était pas définie par un mari, mais par son royaume. Chaque collier, chaque boucle d'oreille renforçait cette légende soigneusement entretenue. Mais ce souci constant de l'apparence n'était pas sans conséquence. Les longues heures passées à se maquiller et à se coiffer devenaient éreintantes. La lourdeur des robes, le poids des bijoux, la chaleur dégagée par les perruques rendaient le quotidien de la reine pénible. Derrière les tapisseries luxueuses et les cérémonies brillantes, Élisabeth vivait enfermée dans une prison de tissus et de cosmétiques. Et plus elle vieillissait, plus elle renforçait cette armure visuelle pour masquer le passage du temps. Les diplomates étrangers étaient nés fascinés par cette image. Beaucoup rapportèrent qu'ils avaient devant eux une reine éclatante, mais ils remarquaient aussi les fissures de l'illusion. Certains notèrent que ses dents étaient noires à cause de son addiction au sucre, que son haleine était difficile à supporter, que sa peau semblait parfois craqueler sous l'épaisseur de poudre. Ces détails intimes, rarement écrits noir sur blanc, circulaient néanmoins dans les couloirs des ambassades et des cours européennes. Élisabeth savait que ces rumeurs existaient, mais elle s'en servait à sa manière. Plus son apparence devenait artificielle, plus elle alimentait le mystère. Était-elle encore une femme de chair ou une sorte de divinité figée dans le temps? En cultivant cette incertitude, elle renforçait son pouvoir. Ses sujets pouvaient murmurer sur ses dents ou ses odeurs, mais ils ne pouvaient jamais douter de sa majesté. L'image publique d'Élisabeth fut donc une construction, presque une œuvre d'art. Elle se plaça au-dessus des autres, non pas en dissimulant totalement sa fragilité, mais en l'intégrant dans un spectacle grandiose.
Elle comprit avant l'heure que le pouvoir ne réside pas seulement dans les actes, mais aussi dans la perception. Cette première étape de notre voyage montre à quel point l'apparence d'Élisabeth était une façade soigneusement bâtie. Mais derrière cette armure de poudre, de perruques et de bijoux se cachèrent des habitudes d'hygiène bien moins glorieuses. Car si son image publique rayonnait, son corps, lui, souffrait des contraintes et des négligences de son époque. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la suite. Comment une reine capable de contrôler son image avec tant de talent pouvait, en réalité, vivre dans un quotidien où l'eau, le savon et la propreté étaient des luxes rares. À nos yeux modernes, il paraît évident qu'une reine, avec toutes ses richesses et son palais rempli de serviteurs, devait avoir accès à des bains fréquents, à de l'eau propre et à des soins raffinés. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité. Dans l'Angleterre du XVIe siècle, le bain régulier n'était pas une habitude répandue. Et même la plus grande souveraine du royaume vivait dans un rapport au corps que nous jugerions aujourd'hui choquant. Élisabeth I aurait dit un jour qu'elle se baignait une fois par mois, qu'elle en ait besoin ou non. Cette phrase, transmise par ses contemporains, fait sourire aujourd'hui, mais elle reflète la manière dont on concevait l'hygiène à la Renaissance. Car à cette époque, l'eau n'était pas vue comme un symbole de propreté, mais comme une menace. Il faut imaginer le contexte. Dans une Europe régulièrement frappée par les épidémies de peste, de typhus ou de choléra, l'eau était souvent considérée comme un vecteur de maladie. Les bains publics, très populaires au Moyen Âge, avaient été progressivement fermés parce qu'on les associait à la débauche et à la propagation des infections. On croyait que l'eau ouvrait les pores du corps et permettait au miasme, ces mauvaises influences invisibles, de pénétrer à l'intérieur. Se laver trop souvent n'était donc pas seulement jugé inutile, c'était vu comme dangereux. Élisabeth, comme beaucoup de ses contemporains, adopta donc une routine qui nous paraît aujourd'hui presque inexistante. Plutôt que de se plonger dans des bains réguliers, elle se contentait de changer ses vêtements et d'utiliser des linges parfumés pour se rafraîchir. Ces dames d'honneur l'aidaient à se nettoyer par petites touches, en passant des tissus imbibés d'eau de rose ou de vinaigre sur son visage et ses mains. Mais le reste du corps restait souvent négligé. Ses vêtements eux-mêmes faisaient office de barrière. Ces robes étaient constituées de multiples couches, chemises, jupons, corsages, robes lourdes et brodées. Ces textiles absorbaient la sueur et les odeurs, mais ils n'étaient pas lavés fréquemment. Les sous-vêtements pouvaient être changés, mais les tissus lourds et précieux, comme le velours et la soie, ne supportaient pas les lavages. Ainsi, les odeurs s'accumulaient au fil des jours. À la cour, on utilisait abondamment les parfums pour masquer ces effluves. Élisabeth aimait les senteurs fortes, l'eau de rose, le musc, l'ambre gris. Mais ces parfums n'éliminaient rien. Ils ne faisaient que recouvrir la puanteur. L'illusion olfactive rejoignait l'illusion visuelle. Comme son maquillage masquait les cicatrices de son visage, ses parfums masquaient les odeurs de son corps. Les témoignages des diplomates étrangers nous rappellent à quel point cette réalité surprenait les visiteurs venus de cultures différentes. Certains Italiens, habitués à un rapport différent au bain, furent frappés par la rareté avec laquelle les Anglais, même les nobles, se lavaient. Ils notaient, parfois avec mépris, que le royaume le plus puissant d'Europe était dirigé par une reine dont les habitudes d'hygiène laissaient à désirer. Mais il serait injuste de croire qu'Élisabeth était exceptionnelle dans ce domaine. Elle suivait simplement les pratiques de son temps. Ses médecins eux-mêmes lui conseillaient de ne pas abuser des bains. Selon eux, l'excès d'eau risquait d'affaiblir son corps et de provoquer des fièvres. Mieux valait se protéger en gardant la peau fermée. Le bain était réservé à des occasions précises, comme une maladie particulière ou une grande fête, mais certainement pas au quotidien. Pourtant, Élisabeth disposait dans ses palais de baignoires portatives, souvent faites de bois ou recouvertes de linge. Elle pouvait donc, quand elle le souhaitait, s'accorder un bain. Mais ces moments restaient rares et loin de l'idée d'un nettoyage complet. L'eau utilisée n'était pas toujours claire. Elle pouvait être parfumée avec des herbes, des pétales ou des huiles, ce qui donnait l'illusion d'une purification. Mais en vérité, le bain ressemblait davantage à un rituel symbolique qu'à un soin d'hygiène. La reine aimait aussi les gants parfumés. Fabriqués en cuir souple, ils étaient trempés dans des essences odorantes. En les portant, Élisabeth pouvait donner l'impression qu'une agréable senteur l'accompagnait en permanence. Mais là encore, il ne s'agissait que d'un artifice destiné à compenser l'absence de toilette régulière. Ce qui choque le plus, en réfléchissant à ses habitudes, c'est le contraste entre l'extraordinaire sophistication de la cour Tudor et la pauvreté des pratiques d'hygiène. Dans un monde où l'on pouvait créer des robes ornées de milliers de perles, où l'on composait des musiques délicates et des poèmes immortels, personne n'imaginait que l'eau et le savon pouvaient transformer la santé et la vie quotidienne. L'idée même de propreté était liée à la pureté spirituelle, pas à l'absence de saleté corporelle.
Élisabeth, bien sûr, ne pouvait pas ignorer les odeurs. Ces dames d'honneur qui l'habillaient et la déshabillaient chaque jour savaient parfaitement que son corps n'était pas frais, selon nos critères modernes. Mais dans ce monde saturé de senteurs, personne n'était choqué. Tout le monde vivait entouré de cette même atmosphère. Les palais, magnifiques en apparence, étaient des lieux où l'air était lourd d'effluves de sueur, de nourriture, de parfums, de linge humide et de pots de chambre mal vidés. Et pourtant, malgré cette hygiène douteuse, Élisabeth survécut jusqu'à 69 ans, un âge avancé pour son époque. Sa longévité, ironie cruelle, pourrait même avoir été favorisée par cette rareté des bains. Car en se lavant peu, elle s'exposait moins aux eaux souillées qui pouvaient transmettre des maladies. Ce qui nous paraît répugnant aujourd'hui était peut-être, dans un sens, une forme de prudence. Mais la rumeur d'une reine qui se baignait à peine une fois par mois marqua les esprits. Ses ennemis politiques l'utilisèrent pour se moquer d'elle, pour la décrire comme une femme déguisée en déesse mais vivant comme une simple mortelle. Ses partisans, au contraire, rappelaient que c'était la norme et que la grandeur d'une reine ne se mesurait pas à la fréquence de ses bains. Ce contraste entre la rareté des bains et la richesse des artifices qui les compensaient est au cœur de la légende d'Élisabeth. Car plus elle évitait l'eau, plus elle avait besoin de poudre, de parfums, de tissus pour masquer ce manque. Et ainsi, l'illusion de majesté se renforçait, mais sur un socle fragile. Lorsqu'on imagine un palais royal, on pense à des salles immenses, des tapisseries précieuses, des banquets fastueux et des bals étincelants. Mais il suffit de gratter un peu le vernis de ces images pour découvrir une vérité bien moins glorieuse. Derrière les ors et les perles, l'air des palais Tudor était saturé d'odeurs que nous jugerions aujourd'hui insupportables. Et Élisabeth Eyre, comme tous ceux qui vivaient à sa cour, baignait quotidiennement dans cet univers pestilentiel. Les palais royaux, comme Whitehall, Greenwich ou Hampton Court, étaient vastes, mais ils n'étaient pas conçus pour être salubres. Les systèmes de plomberie étaient rudimentaires, les latrines rares et mal entretenues, et l'idée même d'aération régulière n'était pas encore installée dans les mentalités. Des centaines de serviteurs, de courtisans, de gardes et de visiteurs se pressaient chaque jour dans ces bâtiments, chacun apportant avec lui son lot d'odeurs corporelles et de saleté. Le résultat était un mélange épais et omniprésent, que même les rideaux de soie et les parfums raffinés ne parvenaient pas à masquer. L'une des principales sources de puanteur provenait des toilettes. Les Tudors utilisaient des garde-robes, de simples trous dans les murs qui donnaient sur des fosses ou sur les douves. Ces installations, très loin de nos toilettes modernes, débordaient souvent, surtout lorsqu'elles étaient utilisées par des centaines de personnes. Les fosses n'étaient vidées que rarement, et les effluves remontaient jusque dans les couloirs. À Hampton Court, on rapporte que les latrines royales étaient si malodorantes qu'il fallait parfois les fermer temporairement, le temps que l'air s'allège. Élisabeth elle-même utilisait des pots de chambre, vidés ensuite par ses serviteurs. Dans un monde où la propreté corporelle était déjà rare, ces pratiques rendaient l'atmosphère des chambres lourde et difficile à supporter. Les dames d'honneur devaient manipuler ces pots avec discrétion, mais même dans les appartements royaux, les odeurs persistaient. Les visiteurs étrangers, habitués à d'autres traditions, notaient parfois avec dégoût que la cour d'Angleterre sentait davantage la sueur et les latrines que le parfum et la gloire. Les cuisines des palais ajoutaient à cette atmosphère. Elles étaient immenses, car il fallait nourrir plusieurs centaines de personnes chaque jour. On y rôtissait des bœufs entiers, on y préparait d'immenses tourtes, on y faisait bouillir des chaudrons de potage. La fumée des foyers s'élevait jusque dans les salles, imprégnant les vêtements et les tapisseries. L'odeur de graisse animale brûlée se mêlait à celle du poisson, des légumes, des épices, créant un parfum lourd, presque écœurant. Les restes de nourriture, souvent jetés dans les coins ou donnés aux chiens, pourrissaient rapidement et attiraient les rongeurs. Ajoutons à cela l'odeur des vêtements. Comme nous l'avons vu, les tissus précieux comme le velours ou la soie étaient rarement lavés. On se contentait de les brosser et de les parfumer. Or, dans un climat humide comme celui de l'Angleterre, les tissus humides pouvaient développer des senteurs de moisis. Les robes somptueuses d'Élisabeth, couvertes de perles et de broderies, étaient magnifiques en apparence, mais elles dissimulaient parfois des taches de sueur, de vin ou de nourriture qui n'avaient jamais été nettoyées. Et puis, il y avait les corps. À une époque où les bains étaient rares, tout le monde dégageait des odeurs corporelles fortes. Les hommes qui participaient au tournoi transpiraient abondamment sous leurs armures. Les courtisans passèrent des heures dans des salles mal aérées, vêtues de plusieurs couches de laine ou de soie. Le parfum de la sueur, mélangé à celui des poudres et des huiles, créait une odeur caractéristique, reconnaissable par tous ceux qui fréquentaient les cours royales. Élisabeth n'y échappait pas. Même si elle utilisait abondamment les parfums et les linges parfumés, son corps, comme celui des autres,
participaient à cette symphonie olfactive. Ses dents abîmées par le sucre contribuaient à une haleine fétide, mentionnée par certains ambassadeurs. Ses perruques, lourdes et rarement nettoyées, pouvaient retenir l'odeur de la sueur. Ses robes, somptueuses mais rarement lavées, accumulaient les effluves du quotidien. Pour masquer ces réalités, la cour développa une véritable culture du parfum. L'eau de rose, l'iris, l'ambre gris, le musc étaient utilisés partout. Dans les gants, dans les coussins, dans les mouchoirs. Les courtisans portèrent sur eux de petits sachets de lavande ou d'herbes séchées censés rafraîchir l'air qu'ils respiraient. Élisabeth elle-même raffolait des gants parfumés au point qu'on en fit un cadeau diplomatique prisé. Mais ces artifices n'éliminaient pas les odeurs. Ils les recouvraient, les transformant en un nuage lourd et artificiel qui ne faisait que souligner la puanteur ambiante. Les visiteurs étrangers étaient parfois stupéfaits par ce mélange. Certains écrits de diplomates italiens et espagnols décrivent une cour brillante mais étouffante où les festivités s'accompagnaient d'odeurs si fortes qu'elles en devenaient inoubliables. Un ambassadeur espagnol nota un jour que la majesté d'Élisabeth était incontestable, mais qu'il fallait un effort considérable pour rester auprès d'elle lors des longues audiences, tant son haleine était difficile à supporter. Ce contraste entre l'apparence éclatante de la reine et les odeurs qui l'entouraient est au cœur de la fascination que nous éprouvons aujourd'hui. Comment une femme qui maîtrisait si bien son image pouvait-elle ignorer ou accepter ce monde pestilentiel? La réponse est simple, parce que pour elle et pour ses contemporains, c'était la norme. Il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, les odeurs étaient là partout. Dans les villes, les rues étaient pleines de déchets, de sang animal des abattoirs, de boue et d'excréments. Les marchés exhalaient une puanteur de poisson, de viande, de fromage. Les maisons, même celles des riches, n'étaient pas épargnées. Ainsi, l'univers pestilentiel des palais Tudor n'était pas exceptionnel. Il était le reflet de tout un monde. Mais il avait une particularité. Il coexistait avec un luxe inouï. Les tapisseries de soie, les bijoux en or, les festins opulents se mêlaient à la crasse, aux odeurs et aux parasites. Ce contraste frappant nous paraît insoutenable aujourd'hui, mais il donnait à la cour une atmosphère unique, à la fois splendide et nauséabonde. Élisabeth sut tirer parti de cette atmosphère. Les odeurs ne l'empêchèrent pas de recevoir des ambassadeurs, de tenir des banquets, de danser ou de gouverner. Elle transforma même ses réalités en force, car plus elle brillait par son apparence et ses discours, plus ses sujets oubliaient les détails désagréables de son quotidien. Pourtant, derrière cette maîtrise, il est certain que la vie au palais devait être difficile. Les odeurs étaient constantes, pénétrantes, impossibles à éviter. Même la reine, dans ses appartements privés, ne pouvait s'en protéger totalement. Cela nous rappelle que le pouvoir ne protège pas de tout. Même la plus grande souveraine de son temps devait respirer le même air vicié que ses sujets. Dormir dans des draps marqués par la sueur et marcher dans des couloirs où flottaient des effluves peu royales. Quand on observe les portraits officiels d'Elisabeth Eyre, on remarque immédiatement la mise en avant de ses yeux perçants, de sa peau d'une blancheur irréelle, de ses robes extravagantes. Mais il y a un détail qui n'apparaît jamais, son sourire. Les peintres, contraints de magnifier son image, évitaient soigneusement de représenter ses dents. Et pour cause, elles étaient en si mauvais état qu'elles choquaient quiconque avait le malheur de s'en approcher. L'histoire de ses dents est indissociable de celle d'un aliment qui fascinait l'Europe de la Renaissance, le sucre. À cette époque, il était considéré comme un produit de luxe, rare et précieux, réservé à l'élite. On l'utilisait dans les banquets pour impressionner les invités, en confectionnant des desserts élaborés, des confiseries colorées et même des sculptures sucrées. Plus on en consommait, plus on affichait sa richesse. Élisabeth, qui aimait les symboles de pouvoir, en raffolait. Elle avait un véritable goût pour les douceurs. Confitures, dragées, fruits confits, gâteaux sucrés. Ses repas s'achevaient souvent par des plats riches en sucre, et ses cuisines débordaient de recettes nouvelles venues d'Espagne, d'Italie et du Nouveau Monde. Pour la reine, manger du sucre, c'était montrer qu'elle appartenait à une classe à part, capable d'obtenir ce que le peuple ne pouvait même pas imaginer. Mais ce plaisir avait un prix. À l'époque, personne ne comprenait les effets du sucre sur la santé. Les médecins de la cour le considéraient même comme bénéfique, un remède contre certaines maladies. On croyait qu'il réchauffait le corps et adoucissait l'humeur. Personne ne faisait le lien entre la consommation excessive de sucre et la dégradation rapide des dents. Élisabeth, sans le savoir, se condamnait à un calvaire qui allait marquer toute sa vie adulte. Ses dents commencèrent à noircir, à se carier et à tomber prématurément. On raconte que sa bouche était si abîmée que certains ambassadeurs étrangers, en l'approchant, avaient du mal à cacher leur malaise. L'un d'eux écrivit qu'il était presque impossible de comprendre la reine lorsqu'elle parlait.
tant son articulation était gênée par ses dents pourries et ses douleurs constantes. Son haleine, elle aussi, devint un problème. Les infections dentaires, combinées à l'absence totale de soins modernes, provoquaient une haleine fétide que les parfums et les gants odorants ne suffisaient pas à masquer. Dans une cour déjà saturée d'odeurs, l'haleine de la reine ajoutait une note particulièrement désagréable. Certains courtisans, selon des récits transmis, s'efforcèrent de rester à distance lors des conversations, mais personne n'osait évidemment aborder le sujet directement avec elle. Élisabeth souffrit terriblement de ses dents. Les douleurs étaient fréquentes, lancinantes, et il n'existait à l'époque aucun véritable traitement. Les extraits dentaires étaient pratiqués, mais ils étaient brutaux, réalisés sans anesthésie, et pouvaient être plus dangereux que bénéfiques. Certains témoignages rapportent qu'elle finit par perdre plusieurs dents, ce qui modifia son visage et altéra sa voix. Malgré tout, elle refusa de montrer sa faiblesse et continua à gouverner avec la même détermination. Ce problème de dents ne se limitait pas à sa santé. Il touchait aussi son image publique. Dans une société où le sourire n'était pas un critère de beauté comme aujourd'hui, il était néanmoins attendu qu'une reine conserve une certaine dignité. Élisabeth compensa en accentuant d'autres aspects de son apparence. Ses perruques flamboyantes, ses robes majestueuses, ses bijoux étincelants. Elle détourna l'attention de son sourire abîmé en construisant un masque visuel qui attirait le regard ailleurs. Mais les rumeurs circulaient. Certains ambassadeurs étrangers décrivaient avec ironie le contraste entre l'éclat de ses vêtements et l'état pitoyable de sa bouche. Ses ennemis politiques utilisaient ce détail pour la ridiculiser en privé, insinuant que la grande reine d'Angleterre, si puissante et si crainte, ne pouvait même pas conserver un sourire digne de son rang. Ces murmures, bien que discrets, faisaient partie des petites fissures qui rappelaient à tous que derrière la légende de la Reine Vierge, il y avait une femme de chair et de sang, soumise aux mêmes faiblesses que ses sujets. L'ironie, c'est que ces sujets les plus pauvres, qui n'avaient pas les moyens d'acheter du sucre, avaient souvent des dents en meilleur état que la reine. Le sucre, signe de richesse, devenait en réalité un poison lent pour ceux qui en abusaient. Élisabeth, par sa passion pour les douceurs, illustrait ce paradoxe cruel. Ce qui prouvait son pouvoir détruisait son sourire. Avec le temps, sa bouche devint si problématique que ses médecins envisagèrent de lui arracher plusieurs dents. Mais la reine, effrayée par la douleur et consciente des risques d'infection, refusa souvent. Elle préféra endurer la souffrance, utilisant parfois des potions ou des remèdes de fortune pour apaiser la douleur. Parmi ces remèdes figuraient des mélanges à base de clous de girofle, de miel ou de vin. Ils soulageaient temporairement, mais ne guérissaient rien. Les portraits officiels, encore une fois, effacèrent cette réalité. Jamais on ne peignit Élisabeth avec la bouche entr'ouverte. Son sourire resta caché derrière des lèvres peintes de rouge vif qui masquaient la noirceur de ses dents. Ainsi, dans l'imaginaire collectif, elle demeura éclatante, intouchable, tandis que dans son intimité, elle souffrait en silence. La question de ses dents nous permet de comprendre un aspect plus large de son époque, la manière dont l'apparence pouvait être un mensonge nécessaire. Élisabeth savait que son pouvoir reposait sur la perception de sa majesté. Elle acceptait donc que ses portraits mentent pour préserver son image. Mais les diplomates, les courtisans, les proches, eux, connaissaient la vérité. Cette double réalité, entre illusion publique et souffrance privée, illustre parfaitement la condition des monarques Tudors. Les problèmes dentaires d'Élisabeth montrent aussi combien la médecine de l'époque était impuissante. Les médecins, influencés par des théories anciennes, ne comprenaient pas l'origine des caries. Ils attribuaient ces douleurs à des déséquilibres des humeurs du corps. Le sucre n'était jamais incriminé, et les extractions pratiquées sans aucune hygiène pouvaient causer des infections mortelles. Élisabeth eut probablement peur de ces risques, ce qui explique son refus de subir des interventions trop brutales. Dans ces dernières années, sa bouche abîmée accentua son isolement. Déjà affaiblie physiquement, elle devint de plus en plus silencieuse, évitant les longues conversations, se repliant dans ses appartements. Certains chroniqueurs disent qu'elle parlait peu, se contentant de gestes ou de regards pour communiquer. Ses dents détruites avaient donc un impact non seulement sur sa santé, mais aussi sur son comportement et son rapport aux autres. Ce sourire perdu, rongé par le sucre et la douleur, contraste violemment avec la légende éclatante de son règne. Il rappelle que la gloire d'Élisabeth reposait sur un équilibre fragile entre grandeur et faiblesse, entre apparence et réalité. Et il montre à quel point même une reine pouvait être esclave de ses désirs, incapable de résister à la tentation sucrée qui détruisait son corps. Parmi toutes les habitudes d'Élisabeth Ire, aucune n'est aussi emblématique, ni aussi tragique que son utilisation obsessionnelle du maquillage.
Plus précisément, cette poudre blanche qui lui donnait ce visage pâle, presque spectral, devenu son symbole. Cette poudre, connue sous le nom de céruse vénitienne, était composée d'un mélange de vinaigre et de plomb. À première vue, cette poudre transformait le visage de la reine en un masque de porcelaine. Elle effaçait les rides, couvrait les cicatrices et donnait à Élisabeth une apparence de pureté irréelle. Dans un monde où la peau blanche était le signe de noblesse et où l'âge signifiait souvent le déclin, ce maquillage lui permettait de rester éternellement jeune aux yeux de ses sujets. Mais derrière cette illusion parfaite se cachait un poison lent qui détruisait sa peau et rongeait sa santé. On raconte que l'obsession d'Élisabeth pour ce maquillage commença après qu'elle contracta la petite vérole en 1562. La maladie, extrêmement dangereuse, laissa sur son visage des cicatrices qu'elle chercha à masquer. Dès lors, la poudre de plomb devint une seconde peau. Chaque matin, ces dames d'honneur appliquaient cette pâte blanche sur son visage et son cou. Chaque soir, elle devait la retirer avec un mélange abrasif, souvent à base de coquilles d'œufs broyées ou de vinaigre. Ce processus, répété jour après jour, endommageait encore davantage sa peau. Mais Élisabeth refusait de renoncer. Car pour elle, cette blancheur n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était une arme politique. Elle devait rester l'image vivante de la reine vierge, intouchable et immuable. Son autorité dépendait de ce masque. Plus elle vieillissait, plus elle s'y accrochait. La céruse donnait au visage une texture lisse et uniforme, mais elle provoquait aussi des effets secondaires terribles. Le plomb s'infiltrait dans la peau, provoquant des irritations, des ulcères et même la chute des cheveux. La peau devenait rouge et douloureuse sous la couche de blanc, mais Élisabeth persistait, ajoutant encore plus de poudre pour cacher les dégâts. Ce cercle vicieux la condamnait à un maquillage toujours plus épais, à une dépendance qui accentuait sa souffrance. Les témoins de l'époque rapportent que, de près, le visage de la reine n'avait rien de séduisant. Derrière la façade lisse, on voyait les craquelures, les plaques rouges, parfois même des plaies. Certains chroniqueurs décrivent comment, à la fin de sa vie, sa peau était marquée de cicatrices profondes et que son maquillage ressemblait davantage à un masque artificiel qu'à une peau vivante. Mais en public, sous la lumière des bougies et des tapisseries, l'illusion fonctionnait. Il est difficile pour nous d'imaginer à quel point cette blancheur était valorisée. Dans une société où travailler au soleil signifiait être un paysan, la peau claire était l'un des symboles les plus puissants de la noblesse. Élisabeth comprenait cela mieux que quiconque. Elle savait que son visage était son arme, qu'il devait incarner une beauté hors du temps. Elle n'était pas seulement une femme, elle était un mythe, et ce mythe devait être protégé, même au prix de sa santé. La poudre de plomb avait aussi une dimension spirituelle. La blancheur évoquait la pureté, la virginité, l'innocence. En se présentant ainsi, Élisabeth renforçait son image de reine vierge, épouse de son royaume et non d'un homme. Ses sujets, impressionnés par cette aura, voyaient en elle une figure presque sacrée. Mais derrière cette aura se cachait une femme qui chaque jour endurait les brûlures et les douleurs de son maquillage. Les produits utilisés par Élisabeth ne se limitaient pas à la céruse. Elle employait aussi du rouge à lèvres à base de mercure, un autre métal toxique. Ce rouge accentuait ses lèvres, contrastant avec la blancheur de sa peau. Mais comme le plomb, le mercure empoisonnait lentement le corps. Il provoquait des tremblements, de la fatigue et affaiblissait le système nerveux. Certains historiens pensent que la reine souffrait de symptômes liés à cet empoisonnement, notamment dans ses dernières années, lorsqu'elle devint irritable, nerveuse et sujette à des accès de mélancolie. Il est frappant de voir à quel point Élisabeth acceptait ce sacrifice. Elle savait que sa peau se détruisait, que ses cheveux tombaient, que ses forces déclinaient. Mais elle préférait mourir en reine éclatante plutôt que de vivre en femme marquée par le temps. Ce choix, terrible et admirable à la fois, montre combien l'image comptait pour elle. Ses contemporains n'étaient pas dupes. Certains courtisans, en privé, critiquaient son maquillage excessif. Ils le trouvaient artificiel, grotesque même. Des rumeurs circulaient sur sa dépendance au plomb, sur la laideur qu'elle cachait sous les couches de poudre. Ses ennemis politiques utilisaient ces rumeurs pour la tourner en ridicule, la dépeignant comme une vieille femme ridée qui se déguisait en déesse. Mais ces murmures ne franchissaient jamais les murs officiels. Car en public, Élisabeth restait intouchable. Ses portraits, encore une fois, entretenaient cette illusion. Aucun peintre n'osa jamais représenter les cicatrices, les rides ou les taches de sa peau. On la montrait toujours jeune, éclatante, éternelle. Ces images, diffusées dans tout le royaume, façonnaient la perception de ses sujets. Même si la vérité était connue de certains, le mythe restait plus fort que la réalité. La poudre de plomb, en détruisant son corps, renforçait paradoxalement sa légende.
Elle transforma Élisabeth en une figure presque inhumaine, un visage de porcelaine derrière lequel se cachait la souffrance. Elle symbolise le prix que la reine paya pour maintenir son pouvoir. Elle nous rappelle que la beauté, surtout lorsqu'elle devient une arme politique, peut être une prison mortelle. Vers la fin de sa vie, Élisabeth en vint à porter des couches si épaisses de maquillage que certains comparaient son visage à un masque de cire. Ses perruques flamboyantes, ses robes somptueuses et ses bijoux complétaient ce décor. Elle ne montrait jamais son corps réel, jamais sa peau nue, jamais sa faiblesse. Elle se transforma en icône figée, prisonnière de son propre rôle, et pourtant ce masque fonctionna. Elle resta reine jusqu'au bout, respectée et crainte. Ses sujets continuèrent de la voir comme une figure éclatante, une souveraine immortelle. Mais dans ses appartements privés, lorsqu'elle retirait son maquillage, ce n'était plus la reine vierge que l'on voyait, c'était une femme usée, marquée par la douleur victime des poisons qu'elle s'imposait elle-même. La poudre de plomb d'Élisabeth n'est pas seulement une anecdote sur l'hygiène de l'époque. Elle incarne le paradoxe de toute sa vie, une reine capable de bâtir une image si puissante qu'elle en oublia sa propre chair. Elle illustre la fragilité derrière la grandeur, la souffrance derrière le pouvoir. Dès les premiers portraits d'Élisabeth Eyre, sa chevelure attire l'attention. Long, flamboyant, d'un roux éclatant, ses cheveux semblaient incarner son caractère. Vif, puissant, presque incandescent. Dans une Angleterre qui vénérait encore les symboles, cette couleur était exceptionnelle. Le roux n'était pas seulement une couleur rare. Il évoquait la force, la passion et même un lien direct avec son père, Henri VIII. Élisabeth savait que ses cheveux constituaient une part essentielle de son image. Mais derrière cette flamboyance se cachait une vérité bien plus sombre. Car en vieillissant, la reine perdit progressivement sa chevelure. Les causes étaient multiples. L'âge, bien sûr, mais aussi les cosmétiques toxiques qu'elle utilisait, notamment la poudre de plomb qui abîmait sa peau et fragilisait ses racines. La petite vérole qu'elle avait contractée en 1562 avait également laissé des séquelles, dont une perte de cheveux. À cela s'ajoutait le stress permanent du pouvoir qui fragilise toujours le corps. Résultat, vers la cinquantaine, Élisabeth avait perdu une grande partie de sa chevelure naturelle. Pour une reine dont l'image reposait sur une perfection visuelle, cette perte était inacceptable. Elle trouva alors une solution, les perruques. Mais pas de simples perruques discrètes comme celles utilisées par certaines femmes de l'époque. Non, Élisabeth fit de ces perruques une arme visuelle, un prolongement de son pouvoir. Ces perruques étaient énormes, élaborées, soigneusement travaillées pour imiter ou même dépasser la splendeur de sa chevelure d'autrefois. Elles reprenaient la couleur rousse, symbole de sa singularité, parfois éclaircie ou intensifiée pour briller davantage. Certaines étaient décorées de perles, de rubans, de fils d'or. D'autres étaient coiffées en hauteur, donnant à la reine une allure encore plus imposante, presque surhumaine. Ces perruques ne servaient pas seulement à cacher sa calvitie, elles amplifiaient son rôle théâtral. Car Élisabeth concevait son apparence comme une scène permanente. Chaque fois qu'elle apparaissait en public, elle devait impressionner, marquer les esprits, se montrer non pas comme une femme ordinaire, mais comme une figure quasi divine. Ces perruques faisaient la partie de cette illusion. Mais derrière leur éclat, elles posaient de nombreux problèmes. D'abord, leur poids. Fabriquées avec de véritables cheveux, parfois enrichis de décorations lourdes, elles pouvaient se peser plusieurs kilos. Les porter pendant des heures, dans des salles souvent chaudes et mal aérées, était une épreuve. Ensuite, leur hygiène. Les perruques n'étaient pas lavées régulièrement. Elles accumulaient la sueur, la poussière, parfois même les parasites. Elles dégageaient des odeurs désagréables que l'on tentait de masquer avec des huiles parfumées ou de la poudre. Les dames d'honneur d'Élisabeth passaient des heures à entretenir ces perruques, les brosser, les parfumer, les arranger. Mais elles savaient que sous ces coiffes somptueuses, le crâne de la reine souffrait. Les témoignages de l'époque évoquent une peau abîmée, irritée, parfois couverte de plaies dues à la chaleur et au frottement. Élisabeth pourtant refusait d'apparaître sans ses perruques. Elle considérait que montrer son crâne dégarni serait admettre une faiblesse, et elle n'acceptait pas l'idée de se montrer vulnérable. Les ambassadeurs étrangers, qui décrivaient souvent son apparence avec minutie, notaient la magnificence de ses coiffures. Ils savaient qu'il s'agissait de perruques, mais cela importait peu. L'effet visuel était réussi. Élisabeth apparaissait toujours imposante, éclatante, comme figée dans une jeunesse artificielle. Son peuple, lui, la voyait comme une reine immortelle, jamais vieillissante, protégée par ce masque capillaire. Ce recours aux perruques reflète bien l'esprit de son règne, une constante lutte entre la réalité de son corps et l'image qu'elle voulait imposer. Car Élisabeth n'était pas seulement une femme, elle était un symbole.
Et un symbole ne pouvait pas vieillir, perdre ses cheveux, montrer sa fragilité. Ces perruques étaient donc bien plus qu'un accessoire, elles étaient un pilier de sa stratégie politique. Elles devinrent même une mode à la cour. Les nobles dames, imitant leur souveraine, commencèrent elles aussi à porter des perruques, parfois colorées, souvent extravagantes. Ainsi, ce qui avait commencé comme une nécessité pour cacher une calvitie devint une tendance, un signe de raffinement. Élisabeth, une fois encore, avait transformé une faiblesse personnelle en un outil de pouvoir collectif. Mais derrière cette mode, la souffrance restait réelle. Les heures passées à ajuster ses coiffes, les odeurs désagréables, les irritations du cuir chevelu, les parasites qui parfois s'y logeaient, tout cela faisait partie du quotidien de la reine. Imaginez-la, sous ses couches de poudre et ses robes lourdes, la tête enfermée dans une perruque pesante, suant dans les grandes salles remplies de courtisans. Son apparence rayonnait, mais son corps souffrait. Certains observateurs, en privé, trouvaient ces perruques ridicules. Ils voyaient en elle une tentative désespérée de masquer le passage du temps. Ses ennemis politiques, notamment en Espagne, se moquèrent de cette reine vieillissante qui s'accrochait à des artifices. Mais pour son peuple, elles étaient un symbole de continuité. Élisabeth, avec ses cheveux de feu éternels, incarnait la stabilité du royaume. La question des perruques nous montre à quel point la frontière entre l'hygiène, la santé et la politique était floue à la Renaissance. Ce qui était au départ un simple problème corporel, la perte de cheveux, devint un enjeu politique. Car si la reine apparaissait faible, vieillissante, vulnérable, c'était toute l'Angleterre qui risquait d'apparaître affaiblie face à ses ennemis. Élisabeth ne pouvait pas se permettre cette faiblesse. Elle devait rester éclatante, même si cela signifiait cacher ses plaies sous des kilos de cheveux artificiels. Ainsi, ces perruques incarnent le paradoxe de toute sa vie. Un mélange de grandeur et de souffrance, de puissance et de fragilité. Elles nous rappellent que derrière l'icône de la Reine Vierge se cachait une femme qui chaque jour luttait pour maintenir l'illusion. Et cette illusion, entretenue au prix de douleurs constantes, fonctionna jusqu'à la fin. Car lorsque ses sujets la voyaient apparaître, majestueuse dans ses robes dorées, ses perles scintillant à la lumière, sa chevelure flamboyante coiffée en hauteur, ils oubliaient tout le reste. Ils ne pensaient ni à ses dents pourries, ni à sa peau abîmée, ni à son corps fatigué. Ils voyaient une reine éternelle, un mythe vivant. Et c'est exactement ce qu'Élisabeth voulait. Lorsqu'on imagine une reine assise sur son trône, entourée de courtisans, on pense à la majesté, à la richesse, à la grandeur de l'État incarné dans une seule personne. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'Élisabeth Eyre, comme tout être humain, devait faire face à des besoins très simples et très naturels. Or, dans l'Angleterre du XVIe siècle, gérer ces besoins était une affaire bien plus compliquée qu'aujourd'hui. Derrière les dorures, les tapisseries et les couronnes, il y avait une réalité beaucoup plus terre-à-terre, celle de l'urine, des excréments et de l'intimité. Le confort moderne que nous tenons pour acquis, toilettes privées, salles de bain propres, produits d'hygiène jetables, n'existait pas. Même les reines de la Renaissance vivaient dans un monde où ces gestes intimes étaient entourés de difficultés, de maladresse et d'odeurs persistantes. Élisabeth Eyre, malgré sa position, n'y échappait pas. Dans ses appartements, elle utilisait ce qu'on appelait un pot de chambre. Il s'agissait d'un récipient, souvent en métal ou en céramique, placé sous le lit ou dans une petite pièce attenante. Lorsqu'elle ressentait le besoin, la reine s'asseyait sur ce pot, généralement assistée par une de ses dames d'honneur, chargée de préserver son intimité autant que possible. Après usage, le pot était vidé par des serviteurs. Mais même vidé, il laissait derrière lui des odeurs persistantes. À la cour, ce rôle d'assistance intime avait un nom, le Groom of the Stool, littéralement le valet du siège. C'était un poste étonnamment prestigieux, occupé par un courtisan de confiance. Car être si proche de la reine dans ses moments les plus intimes signifiait avoir accès à sa personne d'une manière unique. Le titulaire de cette charge pouvait donc influencer ses décisions, glisser des conseils, obtenir des faveurs. Ce poste illustre bien le paradoxe de la vie royale. Même les gestes les plus triviaux pouvaient devenir des instruments de pouvoir. Mais pour la reine elle-même, ce quotidien était loin d'être agréable. Les pots de chambre étaient vidés dans les fosses ou directement dans les douves des palais, ce qui contribua à l'odeur pestilentielle qui régnait dans les couloirs. À Hampton Court, par exemple, les fosses d'aisance débordèrent parfois, rendant certaines pièces presque inhabitables. Même dans ses appartements privés, Élisabeth ne pouvait échapper totalement à ses relents. L'intimité, elle aussi, était un luxe qu'Élisabeth n'avait pas vraiment.
Contrairement à l'image romantique que l'on se fait d'une reine retirée dans ses appartements, la vie quotidienne d'Élisabeth était constamment observée. Ses dames d'honneur l'accompagnaient presque partout. Elles l'aidaient à s'habiller, à se maquiller, à se coiffer, mais aussi dans ses moments très privés. Sa vie était un spectacle permanent, sans véritable solitude. L'hygiène intime, si rudimentaire soit-elle, était toujours partagée avec d'autres yeux. Quant aux protections féminines, elles étaient rudimentaires et inconfortables. Les femmes de la Renaissance utilisaient généralement des morceaux de tissu réutilisables, lavés tant bien que mal, ou parfois simplement de la laine ou du coton roulé. Pour une reine, ces tissus étaient de meilleure qualité, parfumés ou décorés, mais ils restaient tout aussi peu pratiques. Les risques d'irritation, d'odeur et d'infection étaient élevés. Élisabeth devait gérer ces réalités dans le silence, sans jamais les laisser transparaître en public. Il est frappant de penser que les mêmes mains qui plaçaient une couronne sur sa tête pouvaient aussi, quelques heures plus tard, l'aider à gérer ses aspects intimes. La frontière entre majesté et trivialité était incroyablement mince, et Élisabeth, consciente de cette fragilité, fit tout pour la dissimuler. La question de l'intimité révèle aussi à quel point la propreté corporelle était secondaire dans les mentalités de l'époque. Les médecins conseillaient parfois de se purger ou d'utiliser certains lavages partiels, mais la notion de toilette régulière n'existait pas. Ainsi, même les parties du corps les plus sensibles étaient rarement nettoyées de manière efficace. Les linges parfumés servaient à masquer les odeurs, mais ils n'empêchaient pas les inconforts. Il faut aussi imaginer la difficulté de voyager dans ces conditions. Élisabeth, qui aimait se déplacer dans son royaume pour se montrer à ses sujets, devait emporter avec elle toute une logistique d'objets liés à ses besoins intimes. Les pots de chambre, les tissus, les parfums voyageaient avec elle. Ses serviteurs installaient des espaces provisoires dans les châteaux ou manoirs qu'elle visitait. Mais où qu'elle aille, l'intimité restait impossible. Ses hôtes devaient prévoir des fosses ou des lieux discrets pour vider les pots, et les odeurs la suivaient toujours. Certains chroniqueurs étrangers, fascinés par la vie de cour, décrivirent avec étonnement cette proximité entre le pouvoir et la trivialité. Ils remarquaient qu'une reine, malgré tout son éclat, restait soumise aux mêmes réalités que le peuple. Cela choquait parfois les esprits habitués à vénérer leurs souverains comme des figures presque divines. En Angleterre, cette humanité brute d'Élisabeth faisait partie du secret de son autorité. Elle était à la fois une figure sacrée et une femme de chair, avec des besoins que chacun pouvait comprendre. Mais ce mélange de grandeur et de trivialité posait aussi problème, car les ennemis de la reine utilisaient volontiers ces détails pour la ridiculiser. Dans certains pamphlets, on insinuait que son corps, si magnifié par les peintres, n'était en réalité qu'une source de puanteur et de saleté. On exagérait ses odeurs, on inventait des anecdotes humiliantes pour ternir son image. Ces rumeurs faisaient partie de la guerre psychologique que menaient ses adversaires, notamment les Espagnols. Malgré cela, Élisabeth ne perdit jamais le contrôle de son apparence publique. Elle sut garder ses secrets, entourer ses gestes les plus intimes de silence et de mystère. Elle construisit une barrière invisible entre la réalité de son corps et la perception qu'avaient ses sujets. Et c'est précisément parce que cette barrière était si fragile qu'elle devint si solide. Aujourd'hui, réfléchir à la gestion de l'hygiène intime d'Élisabeth nous rappelle à quel point la notion même de confort est récente. Une reine, symbole d'un empire naissant, vivait dans des conditions que nous jugerions insoutenables. Et pourtant, elle réussit à transformer cette réalité en un mythe. Ses pots de chambre, ses linges parfumés, ses perruques lourdes et ses robes parfumées faisaient tous partie du même théâtre, celui de la majesté, un spectacle permanent qui exigeait que rien de ce qui était humain ne paraisse. En fin de compte, la manière dont Élisabeth gérait son corps illustre le paradoxe de son règne. Elle était à la fois une femme ordinaire, soumise aux nécessités les plus basiques, et une souveraine extraordinaire, capable de cacher cette humanité derrière un voile de grandeur. Et peut-être est-ce précisément cette tension entre la trivialité et la gloire qui explique pourquoi son image fascine encore aujourd'hui. Si les portraits d'Élisabeth nous captivent encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de son visage poudré ou de ses robes somptueuses. Ses mains, fines et longues, y occupent souvent une place centrale. Dans plusieurs peintures officielles, on la voit poser une main délicate sur un globe, un livre ou un bijou. Chaque geste est soigneusement calculé. Ses mains ne sont pas seulement des parties de son corps, elles sont des instruments de communication. Et derrière leur apparente délicatesse se cache une réalité surprenante, faite d'illusions de propreté, de parfums capiteux et de pratiques parfois étonnantes. À l'époque élisabéthaine, les mains avaient une importance symbolique capitale. Elles représentaient le pouvoir, la capacité d'agir et de signer, mais aussi la pureté.
Pour une reine qui cultivait son image de vierge immaculée, il était impensable de montrer des mains abîmées ou sales. Pourtant, comme tout le reste de son corps, les mains d'Élisabeth souffraient des conditions d'hygiène rudimentaires de l'époque. L'eau n'étant pas utilisée pour un lavage fréquent, ses mains étaient rarement nettoyées au sens moderne du terme. On les essuyait avec des linges, on les frottait avec du vinaigre ou de l'eau de rose, mais il restait toujours des traces invisibles de saleté. Pour masquer ces réalités, Élisabeth développa une passion particulière, les gants parfumés. Ces accessoires, déjà à la mode dans l'Europe de la Renaissance, devinrent presque une signature personnelle de la reine. Fabriqués dans des cuirs très fins, souvent de chevreau ou d'agneau, ils étaient trempés dans des essences odorantes, musc, ambre, jasmin, eau de rose, lavande. Lorsqu'elle tendait la main pour saluer ou pour recevoir un document, c'était cette odeur raffinée que l'on retenait, et non les éventuelles impuretés qui se cachèrent dessous. Ces gants parfumés avaient une double fonction. D'abord, ils créaient une barrière entre la peau de la reine et le monde extérieur, ce qui, dans une certaine mesure, la protégeait des saletés et des microbes. Ensuite, ils projetaient une image de raffinement extrême. Une reine dont les mains sentaient le musc ou l'ambre semblait appartenir à un univers supérieur, éloigné de la crasse du peuple. Ses mains devenaient ainsi un prolongement de son mythe, pure, délicate, presque divine. Les gants devinrent même un outil diplomatique. Élisabeth en offrait régulièrement aux ambassadeurs et aux nobles de passage. Recevoir une paire de gants parfumés de la main de la reine était un honneur immense. Ces cadeaux, en apparence modestes, étaient en réalité des instruments de séduction politique. Ils portaient l'empreinte olfactive de la reine comme si elle laissait un peu d'elle-même dans les mains de ses alliés. Mais ces gants n'étaient pas qu'un objet esthétique ou diplomatique. Ils servaient aussi à dissimuler les marques du temps. Les cosmétiques toxiques qu'elle utilisait, notamment la poudre de plomb et le rouge au mercure, fragilisaient sa peau. Ses mains, exposées aux mêmes produits, pouvaient devenir sèches, irritées, marquées de rougeur. Les gants permettaient de masquer ces imperfections. Même lorsqu'elle souffrait de douleurs ou de craquelures, Élisabeth apparaissait toujours avec des mains parfaites, élégamment couvertes et délicatement parfumées. On raconte même qu'elle portait parfois ses gants pendant les repas. Un geste étrange pour nous, mais qui témoignait de son obsession à maintenir l'illusion. Ses mains ne devaient jamais être vues comme ordinaires. Elles étaient un symbole, et un symbole ne doit jamais être terni par la réalité. Cette obsession eut un effet particulier sur la mode de son temps. Les dames de la cour, fascinées par la reine, imitèrent son goût pour les gants parfumés. Ils devinrent un accessoire indispensable, un signe de raffinement. Mais rares étaient celles qui pouvaient se permettre la qualité et la variété dont disposait Élisabeth. Ces gants étaient souvent fabriqués par les meilleurs artisans de Londres ou importés d'Espagne et d'Italie, réputés pour leur cuir et leur parfum. Chaque paire coûtait une fortune. Les gants jouaient aussi un rôle dans les cérémonies publiques. Lorsqu'Élisabeth apparaissait devant son peuple, chaque détail comptait. Son visage, ses cheveux, sa robe, ses bijoux et bien sûr, ses mains. Les gants, en rehaussant ses gestes, ajoutaient une dimension théâtrale. Quand elle levait la main pour bénir, saluer ou jurer fidélité à son peuple, les gants parfumés transformaient ce geste en un rituel presque sacré. Mais derrière cette mise en scène, la réalité restait beaucoup moins glorieuse. Car malgré les gants, ses mains n'étaient pas épargnées par la crasse quotidienne des palais. Les cuisines, les pots de chambre, les odeurs de sueur et de nourriture flottaient partout. Les tissus et les meubles accumulaient poussière et moisissure. Ses mains, comme celles de tous les autres, touchaient des objets rarement nettoyés. Les gants, même parfumés, finissaient par absorber une partie de ces odeurs. Et lorsqu'ils étaient retirés, il fallait les assainir, les parfumer à nouveau, parfois même les remplacer. On peut imaginer à quel point ce rituel devait être contraignant. Chaque jour, ces dames d'honneur devaient s'assurer que plusieurs paires de gants étaient prêtes, parfumées, impeccables. Chaque sortie, chaque réception exigeait un nouveau choix de gants, adapté à la tenue du jour. Ce qui nous semble aujourd'hui un détail était, pour Élisabeth, une affaire d'État. Les observateurs étrangers furent fascinés par cette habitude. Plusieurs ambassadeurs mentionnèrent dans leurs lettres les gants parfumés de la reine, les décrivant comme un symbole de son raffinement unique. Mais certains, plus critiques, y voyaient un signe de vanité excessive. Ils se moquaient de cette reine qui croyait masquer les réalités de son corps derrière quelques odeurs agréables. Pourtant, ce petit accessoire résume bien la stratégie d'Élisabeth. Ces gants n'étaient pas seulement une coquetterie. Ils étaient une métaphore de son règne. Ils masquaient les odeurs, mais ne les éliminaient pas. Ils donnaient l'illusion de la propreté, sans résoudre le problème de fond. De la même manière,
Son pouvoir reposait sur une illusion savamment construite, celle d'une reine parfaite, immuable, presque divine, alors qu'en réalité, elle était une femme marquée par les mêmes faiblesses que toutes les autres. Dans ces dernières années, Élisabeth devint encore plus dépendante de ses artifices. Ses mains, comme son visage, portaient les stigmates de l'âge et des produits toxiques. Ses gants devinrent alors presque permanents, une seconde peau parfumée qui l'accompagnait partout. Il faisait partie intégrante de son identité, au point que certains la décrivaient rarement sans eux. Aujourd'hui, plusieurs paires de ces gants parfumés existent encore dans des collections historiques. Ils témoignent de cette habitude singulière et nous rappellent à quel point la reine utilisait chaque détail de son apparence pour construire son image. Ces gants, petits objets de cuir et de parfum, sont devenus des fragments d'histoire, porteurs d'une vérité troublante. La majesté d'Élisabeth reposait sur des illusions soigneusement entretenues, jusque dans les gestes les plus simples. Quand on évoque la vie à la cour d'Élisabeth I, on pense immédiatement au festin. Les banquets royaux étaient des spectacles à part entière, organisés pour impressionner les ambassadeurs étrangers, flatter les courtisans et montrer la puissance de l'Angleterre. On y servait des viandes rares, des gibiers exotiques, des pâtisseries sucrées et des plats colorés qui n'avaient souvent pour but que de démontrer la richesse de la couronne. Mais derrière ces mets somptueux se cachait une réalité bien moins appétissante. Les excès alimentaires d'Élisabeth contribuèrent directement à un autre de ses grands problèmes d'hygiène, son haleine. À l'époque, les repas étaient lourds, riches en graisse et en sucre. Élisabeth raffolait particulièrement du sucre, considéré comme un produit de luxe. Nous avons déjà vu comment cette passion avait détruit ses dents. Mais elle influait aussi directement sur son haleine. Les caries, les infections buccales, les résidus coincés entre les dents provoquaient une odeur fétide difficile à dissimuler. Les diplomates étrangers, habitués aux subtilités des échanges de cour, notèrent parfois dans leurs lettres la difficulté de converser avec la reine à cause de cette haleine pestilentielle. Son régime alimentaire accentuait encore le problème. Les Tudors consommaient beaucoup de viande rouge, bœuf, mouton, gibier, et peu de légumes frais. Les viandes, souvent assaisonnées avec des épices fortes pour masquer un début de pourrissement, laissèrent dans la bouche une lourdeur persistante. Le poisson, également très présent dans son alimentation, dégageait parfois une odeur qui se mêlait aux autres. À cela s'ajoutaient les desserts sucrés, qui nourrissaient les bactéries responsables des infections dentaires. Élisabeth, comme beaucoup de ses contemporains, n'avait pas accès aux pratiques d'hygiène bucco-dentaire que nous considérons aujourd'hui comme basiques. Elle ne se brossait pas les dents au sens moderne. On utilisait parfois des bâtons de bois ou de petites éponges imbibées de vin ou de vinaigre pour frotter les dents. Mais ces méthodes étaient inefficaces contre les caries. Parfois, on saupoudrait la bouche de poudre parfumée, censée rafraîchir la laine. Mais elles ne faisaient que masquer, brièvement, les odeurs. Les courtisans eux-mêmes étaient habitués à ces réalités. La laine forte faisait partie du quotidien de tous, car rares étaient ceux qui échappaient aux problèmes dentaires. Mais dans le cas d'Élisabeth, cette odeur prenait une dimension politique. Chaque audience, chaque rencontre avec un ambassadeur, chaque discours prononcé devant ses sujets était accompagné de cette haleine difficile. Les diplomates espagnols, souvent hostiles, n'hésitèrent pas à rapporter avec ironie que la reine d'Angleterre brillait par ses mots, mais pas par son souffle. Pour tenter de compenser, Élisabeth utilisait abondamment les gants parfumés et les pastilles à base d'herbes. On confectionnait de petites confiseries parfumées avec de la cannelle, du clou de girofle, de la menthe ou de l'anis. Ces douceurs, en plus d'être agréables, servaient à rafraîchir la bouche. Mais elles étaient elles-mêmes saturées de sucre, ce qui ne faisait qu'aggraver le problème sur le long terme. Certains témoignages évoquent aussi des bains de bouche improvisés, faits de vin chaud, de vinaigre ou d'eau de rose. Ces solutions apaisaient momentanément la douleur et donnaient une impression de fraîcheur. Mais elles n'avaient aucun effet durable. Le cercle vicieux était inévitable. Plus Élisabeth mangeait de sucre pour se réconforter et masquer les odeurs, plus ses dents se détruisaient et plus son haleine empirait. Ce problème d'haleine n'était pas seulement une question de santé ou de confort, il touchait aussi à son autorité. Car une reine qui parlait à son peuple, qui séduisait ses courtisans et qui impressionnait ses ambassadeurs, devait incarner une forme de perfection. L'haleine fétide était une faille dans cette image, une faiblesse dont ses ennemis pouvaient se moquer. Élisabeth, consciente de cela, redoublait d'efforts pour renforcer son apparence. Ses discours étaient théâtraux, ses gestes majestueux, ses robes éblouissantes. Tout pour détourner l'attention de ce détail embarrassant. Il est fascinant de constater à quel point ses contemporains acceptaient ce paradoxe. D'un côté, ils savaient que leur reine souffrait d'un problème très humain, très trivial. De l'autre, ils continuaient à la vénérer comme une figure quasi divine.
L'haleine d'Élisabeth devint presque un secret public. Tout le monde en était conscient, mais personne n'osait en parler ouvertement. L'haleine de la reine nous rappelle aussi combien les habitudes alimentaires de l'époque étaient destructrices pour le corps. L'absence de légumes frais, l'excès de viande, l'addiction au sucre, tout cela affaiblissait la santé. Élisabeth, qui vécut jusqu'à 69 ans, un âge remarquable pour l'époque, endura donc une grande partie de sa vie avec une bouche abîmée, douloureuse et malodorante. Sa longévité est d'autant plus surprenante qu'elle survécut à des infections qui auraient pu être fatales. Mais au-delà de la souffrance, ce détail nous aide à comprendre un aspect fondamental du règne d'Élisabeth, sa capacité à transformer ses faiblesses en force. Elle savait détourner l'attention, créer un spectacle si éclatant que ses sujets oubliant ses défauts. Même les ambassadeurs les plus critiques admettaient que sa présence imposait le respect, malgré les odeurs désagréables. En un sens, son haleine devint un symbole de son époque. Un monde où l'apparence comptait plus que la réalité, où la grandeur se construisait sur un mélange de faste et de souffrance, où même une reine devait masquer la vérité derrière des couches de poudre de parfum et de gants parfumés. Élisabeth, comme tous les monarques de son temps, vivait dans un monde où la science médicale en était encore à ses balbutiements. La médecine, au XVIe siècle, reposait autant sur les traditions médiévales que sur de nouvelles découvertes, mais elle était encore dominée par les croyances et les superstitions. Pour une reine, tomber malade n'était pas seulement un problème de santé, c'était aussi une menace politique, car un souverain devait apparaître fort, immortel, au-dessus des faiblesses humaines. Pourtant, derrière ses robes étincelantes et son maquillage de plomb, Élisabeth dut affronter des maladies, des douleurs et des remèdes qui nous paraissent aujourd'hui étranges, voire dangereux. L'un des épisodes les plus marquants de sa vie fut la petite vérole qu'elle contracta en 1562. Cette maladie, extrêmement contagieuse et souvent mortelle, faillit emporter la jeune reine. Elle passa plusieurs semaines alitée, entourée de médecins inquiets et de courtisans qui se préparaient déjà à sa possible succession. Finalement, elle survécut, mais laissa cette épreuve avec des cicatrices profondes sur son visage. C'est à partir de là que commença sa dépendance à la poudre de plomb, destinée à masquer les marques de la maladie. La petite vérole n'était pas la seule menace. Les infections étaient fréquentes et l'absence d'hygiène rendait la moindre blessure dangereuse. Élisabeth, comme tous ses contemporains, devait se méfier des fièvres, des toux persistantes, des douleurs abdominales. Mais les médecins de l'époque, formés à l'école des humeurs héritée d'Hippocrate et de Galien, interprétaient ces maladies de manière bien différente de nous. Pour eux, tout déséquilibre du corps venait d'une mauvaise proportion entre le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. Soigner signifiait donc rétablir cet équilibre par des purges, des saignées ou des lavements. Élisabeth fut régulièrement soumise à ces traitements. Les saignées, par exemple, consistaient à ouvrir une veine pour laisser s'écouler une partie du sang, censée emporter avec elle la maladie. Les purges faisaient vomir ou provoquaient des diarrhées pour nettoyer le corps des mauvaises humeurs. Les lavements, eux, étaient utilisés pour rétablir un équilibre interne. Ces méthodes, loin de soigner réellement, affaiblissaient souvent les patients. Mais la reine n'avait guère le choix. C'étaient les remèdes disponibles, pratiqués par les médecins les plus réputés du royaume. À côté de ces pratiques médicales, on utilisait aussi des potions étranges. Les herbes tenaient une place importante. Sauge, menthe, thym, camomille. Mais d'autres recettes paraissent aujourd'hui bien plus inquiétantes. Certaines potions contenaient du mercure censé purifier le corps, ou encore des poudres d'os, des pierres précieuses réduites en poussière, voire des excréments d'animaux. On pensait que la nature avait des vertus cachées et qu'il suffisait de trouver la bonne combinaison pour guérir. Élisabeth, comme les autres nobles, consommait parfois ces mélanges, espérant apaiser ses douleurs. La superstition jouait aussi un rôle important. Beaucoup croyaient encore que certaines maladies venaient de malédictions, du mauvais œil ou de l'influence des astres. Les médecins consultaient parfois les étoiles avant de pratiquer une opération. On utilisait aussi des amulettes, des prières ou des reliques pour éloigner la maladie. Élisabeth, en tant que reine, recevait des talismans offerts par ses partisans, censés la protéger. Même si elle se présentait comme une souveraine rationnelle et forte, elle vivait dans un monde où la frontière entre médecine et magie restait floue. La douleur dentaire fut une constante dans sa vie. Nous avons déjà vu à quel point le sucre avait détruit ses dents. Pour calmer ses souffrances, elle utilisait des remèdes de fortune, clous de girofle, vin chaud, décoction d'herbes. Mais ces solutions n'apportaient qu'un soulagement temporaire. L'absence de véritables soins dentaires fit de sa bouche une source permanente de douleurs et d'infections. Certains pensent même que cette souffrance influença son caractère, la rendant parfois irritable, voire colérique.
Ses migraines étaient également célèbres. Élisabeth souffrait de violents maux de tête, qu'elle tentait de calmer par le repos, les infusions d'herbes ou des prières. À une époque où le bruit des cours, les festins et les responsabilités politiques ne lui laissaient la guère de répit, ses migraines étaient un fardeau supplémentaire. Pourtant, elle refusait de se montrer affaiblie en public. Ses courtisans la voyaient toujours droite, imposante, même lorsqu'elle était tourmentée par la douleur. Un autre problème fréquent concernait sa peau. Outre les cicatrices de la petite vérole et les brûlures causées par la poudre de plomb, Élisabeth souffrait probablement d'eczéma ou d'autres irritations chroniques. Ses médecins appliquaient alors des onguents à base de graisse animale, de miel ou de plantes. Mais ces préparations, souvent mal conservées, pouvaient autant irriter qu'apaiser. La vieillesse apporta son lot de nouveaux maux. Ses jambes devinrent faibles, son corps se fatigua. On raconte qu'à la fin de sa vie, elle avait du mal à rester debout longtemps. Elle refusait pourtant de se laisser voir dans cet état, préférant s'appuyer discrètement sur ses dames d'honneur ou sur des meubles. Ses robes, déjà immenses, servaient alors à dissimuler sa faiblesse physique. Ce qui frappe le plus, c'est la manière dont Élisabeth transformait chacune de ses faiblesses en un secret bien gardé. Elle ne montrait jamais sa douleur, jamais ses maladies. Ses médecins étaient tenus au silence, et ses courtisans savaient qu'il ne fallait pas ébruiter les faiblesses de la reine. Car montrer une reine malade, c'était affaiblir l'Angleterre entière. Pourtant, les rumeurs circulaient. Certains ambassadeurs étrangers rapportèrent ses douleurs, ses maux de dents, ses changements d'humeur. Ils utilisaient ces informations pour tenter de juger l'état du royaume. La santé de la reine devenait ainsi un enjeu diplomatique. Une simple toux d'Élisabeth pouvait inquiéter ses alliés et réjouir ses ennemis. Au milieu de tous ces remèdes étranges et de ces superstitions, Élisabeth survécut malgré tout. Elle vécut 69 ans, un âge remarquable pour son époque. On peut se demander si cette longévité ne relevait pas d'une forme d'obstination. Sa volonté de faire, son refus de montrer la moindre faiblesse et peut-être une constitution robuste héritée de son père lui permirent de surmonter les maladies. Mais cette survie eut un prix. Une vie marquée par la douleur, l'inconfort et la dépendance à des remèdes qui aggravaient souvent son état. Aujourd'hui, nous regardons ces pratiques médicales avec étonnement, voire horreur. Mais pour Élisabeth et ses contemporains, elles représentaient l'unique espoir face au mystère du corps. Elles nous rappellent à quel point la médecine moderne est récente et combien la souffrance faisait partie intégrante de la vie quotidienne autrefois. Et pour une reine comme Élisabeth, chaque maladie était un rappel cruel de sa condition humaine. Derrière l'icône politique, derrière la reine vierge éternelle, il y avait une femme qui souffrait, qui tremblait parfois, qui craignait pour sa vie. Ces remèdes étranges et ces superstitions n'étaient pas seulement des détails pittoresques. Ils étaient le reflet d'une époque où la science et la magie marchaient main dans la main, et où même la plus grande souveraine d'Angleterre devait se soumettre aux limites de la chair. Quand on pense à une reine, on imagine des draps de soie immaculés, des coussins parfumés, une chambre à l'air pur, protégée de toute intrusion. Pourtant, la vérité est bien différente. Même Élisabeth I, la souveraine la plus puissante de son temps, vivait dans un monde où les parasites étaient là partout. Les poux, les puces, les mites et autres petites bêtes accompagnaient son quotidien comme celui de n'importe quel sujet, du plus pauvre paysan au plus riche courtisan. Et malgré ses efforts pour maintenir une apparence éclatante, elle ne pouvait échapper à ses compagnons indésirables. Les draps de ses lits, même s'ils étaient en fait des plus beaux tissus, n'étaient pas lavés régulièrement. À l'époque, laver du linge coûteux comme la soie ou le velours représentait un risque. L'eau abîmait les fibres et les couleurs. On préférait donc secouer les draps, les brosser ou les aérer à la fenêtre. Mais cela ne suffisait pas à éliminer les puces et les punaises qui s'installaient dans les coutures et les matelas. Les nuits d'Élisabeth étaient donc souvent interrompues par des démangeaisons, que ni les parfums ni les huiles n'arrivaient à masquer. Les poux de tête étaient également un problème constant. On ne se lavait pas les cheveux régulièrement, et les perruques, que la reine affectionnait tant, étaient des nids parfaits pour ces insectes. Les perruques, faites de cheveux naturels, accumulaient sueur, poussière et parfois même parasites. Les dames d'honneur passaient des heures à brosser et poudrer ces coiffes pour en masquer les désagréments. Mais il est probable que la reine elle-même souffrait souvent de démangeaisons persistantes sous ses lourdes perruques. Pour lutter contre ces parasites, on utilisait différents stratagèmes. Des poudres à base d'herbes séchées, comme la lavande ou la menthe, étaient répandues dans les draps. On saupoudrait aussi parfois les cheveux de poudre parfumée, censée éloigner les poux. Mais ces solutions restaient très limitées. Les parasites revenaient toujours, imperturbables, car l'environnement même des palais les favorisait. Chaleur, humidité, accumulation de tissus lourds et d'objets difficiles à nettoyer.
Les chiens et autres animaux de compagnie ajoutaient au problème. Élisabeth adorait les animaux, et ses chiens vivaient souvent dans ses appartements. Mais ses compagnons à quatre pattes transportaient eux aussi leurs propres puces, qui se propageaient rapidement dans les tapisseries et les lits. Les chats, utiles pour chasser les souris, n'étaient pas exempts de parasites non plus. Ainsi, la vie au palais était une lutte constante contre un ennemi minuscule, invisible de loin, mais terriblement agaçant au quotidien. Les vêtements constituaient un autre terrain de jeu pour ces petites bêtes. Comme les lourdes robes de la reine n'étaient pas lavées régulièrement, elles devenaient vite des refuges pour les mites et les puces. Les sous-vêtements de lin étaient changés plus fréquemment, mais les couches extérieures, ornées de perles et de broderies, n'étaient que rarement nettoyées. Les odeurs s'y incrustaient, tout comme les insectes. Et quand Élisabeth se déplaçait de palais en palais, ces parasites voyageaient avec elle, se cachant dans les coffres et les tissus. Il est presque certain qu'Élisabeth développa des routines particulières pour se protéger autant que possible. Ces dames d'honneur utilisaient sans doute des peignes fins pour éliminer les poux, des poudres pour assainir les draps et des herbes pour repousser les insectes. Mais aucune de ces méthodes ne garantissait une protection totale. Même la plus grande reine d'Angleterre devait gratter sa peau parfois, victime de démangeaisons persistantes. Les visiteurs étrangers furent souvent frappés par cette réalité. Certains ambassadeurs notaient, avec une pointe de mépris, que les nobles anglais vivaient dans une proximité troublante avec les parasites. Pour des cultures où le bain était encore pratiqué plus régulièrement, comme en Italie, cette négligence semblait choquante. Mais en Angleterre, c'était la norme. Et Élisabeth, malgré tout son éclat, restait prisonnière de cette norme. Ces parasites n'étaient pas seulement une source d'inconfort. Ils représentaient aussi un risque pour la santé. Les piqûres de puces pouvaient provoquer des infections. Les poux pouvaient transmettre des maladies comme le typhus. Même si Élisabeth survécut à ces dangers, il est probable qu'elle en souffrit régulièrement. Ces démangeaisons, ces irritations cutanées, ces plaies causées par le grattage faisaient partie de son quotidien. Pour masquer ces désagréments, elle s'appuyait encore une fois sur ses artifices. Poudre, parfum, gants parfumés. Ses courtisans, par respect et par crainte, feignaient d'ignorer ces détails. Mais dans les coulisses, chacun savait que la vie au palais n'avait rien d'aussi propre ou parfumé que l'image officielle le laissait croire. Ce qui frappe, c'est la capacité d'Élisabeth à transformer cette réalité en un non-événement. Elle ne montra jamais publiquement son inconfort. Elle resta toujours droite, imposante, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Même les petites bêtes qui rongeaient ses nuits ne pouvaient ébranler l'image qu'elle projetait. Ses sujets continuaient à la voir comme une reine quasi divine, alors qu'elle endurait des souffrances que le moindre paysan connaissait aussi. Cette lutte contre les parasites est un rappel cruel de la fragilité humaine. Elle montre que le pouvoir, l'or, les perles et les couronnes ne pouvaient pas protéger une reine des réalités les plus triviales. Même Élisabeth, la reine vierge, devait partager son corps et son lit avec des créatures minuscules et indésirables. Aujourd'hui, ces détails nous semblent dégoûtants. Mais pour Élisabeth et son époque, ils étaient simplement normaux. Les parasites faisaient partie de la vie, comme la faim, la douleur ou la maladie. La grandeur de son règne ne réside donc pas dans une propreté inexistante, mais dans sa capacité à maintenir l'illusion de perfection malgré ses réalités. Et peut-être est-ce là le plus grand paradoxe de son règne. Une femme capable de bâtir un empire, de vaincre l'armada espagnole, de marquer l'histoire pour des siècles, mais qui, chaque nuit, devait se battre contre les mêmes puces et poux que n'importe quel enfant des rues de Londres. La légende d'Élisabeth repose sur l'image d'une reine forte, majestueuse, éternelle. Pendant plus de 40 ans, elle réussit à incarner ce rôle avec un talent rare, transformant son corps abîmé en un symbole de grandeur. Mais aucune illusion ne peut durer éternellement. À la fin de sa vie, le masque commença à se fissurer. Le corps, qu'elle avait si longtemps dissimulé sous des couches de poudre, de perruques et de parfums, finit par trahir la reine. Sa mort fut à la fois une tragédie personnelle et le dernier acte d'un théâtre qu'elle avait dirigé toute sa vie. Dans les dernières années de son règne, Élisabeth avait déjà beaucoup changé. Ses portraits officiels continuaient à la représenter éclatante, presque figée dans une jeunesse éternelle. Mais dans la réalité, son visage était marqué par la fatigue, sa peau abîmée par les années de maquillage au plomb, ses dents détruites par le sucre, son corps affaibli par les douleurs. Ses robes, déjà immenses, devinrent des prisons qui dissimulaient ses faiblesses. Ses perruques, de plus en plus lourdes, servaient à cacher sa calvitie presque totale. Elle se transformait en une statue vivante, un masque de cire animé par la volonté d'une femme qui refusait de céder. La mort de plusieurs proches contribua à briser son énergie. En 1601, l'exécution de son favori, Robert d'Evreux,
comte d'Essex, la bouleversa profondément. Cet homme, qui avait incarné pour elle la jeunesse et la fougue, trahit sa confiance en menant une révolte contre elle. Lorsqu'elle ordonna sa mort, c'est une partie d'elle-même qui s'éteignit. À partir de là, elle devint mélancolique, silencieuse, presque spectrale. Élisabeth passa ses dernières semaines dans une atmosphère étrange. Elle refusait de dormir dans son lit, préférant rester assise sur des coussins posés au sol, entourée de ses dames d'honneur. Certains y virent une superstition. D'autres pensèrent qu'elle redoutait la mort et croyaient qu'en restant debout, elle pourrait la repousser. Son corps, pourtant, ne cessait de l'abandonner. Elle maigrissait, se fatiguait vite, parlait peu. Ses migraines revenaient, ses douleurs dentaires persistaient, ses jambes tremblaient. Elle refusa jusqu'au bout de se laisser soigner. Elle craignait les médecins et leurs remèdes brutaux, les saignées, les potions étranges. Elle savait que ces traitements ne faisaient souvent qu'affaiblir davantage. Alors elle resta là, entourée de ses dames, s'enfonçant dans une tristesse muette. Son maquillage, qu'elle avait porté toute sa vie, fut peu à peu abandonné. Ces dames rapportèrent ce qu'elle ne voulait plus qu'on la coiffe, qu'on la poudre, qu'on l'habille avec autant de faste. Elle se laissait dépérir, comme si le masque lui-même avait perdu sa raison d'être. Son visage, dépouillé de ses artifices, choqua ceux qui l'approchèrent. Sa peau était marquée de cicatrices et de rougeurs, ses dents noires et manquantes, ses cheveux presque inexistants sous ses perruques. L'illusion de la reine vierge s'effondra dans l'intimité de ses appartements, mais elle refusa toujours que le peuple voie cette réalité. Elle limita ses apparitions publiques, préférant se cacher plutôt que d'être vue diminuer. Dans ces derniers jours, elle parlait peu. Ces dames disaient qu'elle restait de longues heures assise en silence, fixant le vide, parfois murmurant des prières. Elle avait conscience que sa mort approchait. Elle n'avait pas nommé de successeur officiel, mais elle savait que le trône reviendrait à Jacques VI d'Écosse, fils de sa cousine Marie Stuart, qu'elle avait fait exécuter des années plus tôt. Cette pensée devait la hanter. Toute sa vie, elle avait refusé de se marier, refusé d'avoir un héritier, et c'est finalement le fils de sa rivale qui hériterait de son royaume. La mort d'Élisabeth survint dans la nuit du 23 au 24 mars 1603, à Richmond Palace. Elle avait 69 ans. Son corps, affaibli par les années, céda doucement. Elle s'éteignit entourée de quelques fidèles, sans grande cérémonie. Le peuple apprit sa mort avec une immense tristesse, mais aussi une admiration intacte. Car même si son corps avait trahi l'illusion, sa légende, elle, restait intacte. Son enterrement fut un événement grandiose. Son cercueil, recouvert de velours et orné de son effigie, fut porté à travers Londres. Le peuple en deuil se pressait pour voir une dernière fois la reine qui avait incarné leur grandeur. Certains témoignages rapportent que la procession fut marquée par des cris de douleur, des pleurs, mais aussi par une atmosphère de respect profond. Élisabeth, malgré ses faiblesses, avait su marquer son peuple comme peu de monarques avant elle. Sa mort révéla cependant la cruauté de sa vie. Lorsque son corps fut préparé, on découvrit l'ampleur des dégâts causés par le plomb et le mercure. Sa peau était abîmée, presque brûlée par des années de maquillage toxique. Ses dents, ou ce qu'il en restait, témoignaient de son amour pour le sucre. Ses cheveux avaient disparu, laissant place à un crâne fragile. Cette vérité ne fut pas montrée au peuple. On préféra garder le souvenir d'une reine éclatante, figée dans ses portraits. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe d'Élisabeth. Elle avait réussi à imposer une image si forte que même après sa mort, cette image survécut à la réalité. Les générations suivantes continuèrent à voir en elle la reine éclatante, la reine vierge, l'icône d'un âge d'or. Ces portraits, soigneusement idéalisés, remplacèrent la mémoire de son corps réel. La légende effaça la vérité. Mais nous, en regardant derrière ce voile, découvrons une autre histoire. Celle d'une femme qui vécut dans un monde sans hygiène moderne, entourée d'odeurs, de parasites, de douleurs. Celle d'une reine qui, malgré ses souffrances, refusa toujours de céder. Elle fit de son corps une scène, de son apparence une arme, et de ses illusions une vérité politique. La mort d'Élisabeth Eyre nous rappelle que les grands personnages de l'histoire sont toujours faits de contradictions. Derrière la gloire, il y a la souffrance. Derrière l'icône, il y a une femme de chair. Derrière la légende, il y a des parasites, des odeurs, des douleurs et une mort inévitable. Mais c'est précisément ce contraste qui rend son histoire fascinante. Aujourd'hui encore, quand on pense à Élisabeth, on se souvient de son visage blanc, de ses perruques flamboyantes, de ses robes couvertes de perles. On oublie volontairement l'odeur de son haleine, les démangeaisons de ses nuits, les cicatrices de sa peau, la noirceur de ses dents. Car l'histoire, comme Élisabeth elle-même, préfère les illusions à la réalité. Et peut-être est-ce là la véritable victoire de la reine, avoir réussi à transformer un corps défaillant en une légende éternelle.
Sa mort, comme sa vie, fut le théâtre d'un grand paradoxe, celui d'une femme fragile qui sut incarner une reine immortelle. Tout au long de notre voyage, nous avons levé le voile sur une vérité rarement racontée. Derrière l'éclat des perles, derrière la blancheur du visage de porcelaine, derrière les perruques flamboyantes et les gants parfumés, il y avait une femme de chair. Une reine qui, comme tous les mortels de son temps, vivait entourée d'odeurs, de parasites, de douleurs et d'artifices nécessaires pour masquer une réalité bien moins glorieuse. Elisabeth Heer incarna mieux que quiconque le paradoxe de son époque. Elle était à la fois le symbole d'un âge d'or et le produit d'un monde où l'hygiène moderne n'existait pas. Son règne fut marqué par des victoires éclatantes, la défaite de l'armada espagnole, la prospérité culturelle avec Shakespeare et les poètes de son temps, la stabilité d'un royaume enfin apaisé après les guerres de religion. Mais ce même règne se déroula dans un univers saturé d'odeurs, de maladies et de remèdes étranges. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la dureté de ses conditions de vie, mais la manière dont elle les transforma en un spectacle politique. Élisabeth comprit que le pouvoir n'était pas seulement une question d'armée ou de loi, c'était aussi une question d'apparence. Elle fit de son corps un théâtre permanent. Sa peau, son sourire, ses cheveux, ses mains, tout fut calculé, transformé, sublimé pour incarner une reine immuable. Même ses faiblesses, ses dents détruites, sa calvitie, ses cicatrices, furent dissimulées sous des couches de poudre, de perruques et de parfums. En réalité, c'est cette maîtrise des illusions qui fit d'elle l'une des plus grandes souveraines de l'histoire. Car malgré ses souffrances, malgré les odeurs, malgré les parasites, malgré les douleurs de son corps, elle resta toujours une figure intouchable aux yeux de son peuple. Ses sujets ne voyaient pas la femme fatiguée qui se grattait la nuit ou qui souffrait de douleurs dentaires. Ils voyaient une reine éclatante, une légende vivante, une reine vierge qui incarnait l'Angleterre elle-même. La mort enfin vint briser le masque. Mais même alors, la légende prit le dessus. Les portraits, les récits officiels, les souvenirs de son peuple continuèrent à transmettre l'image d'une reine éternelle, oubliant volontairement la réalité de son corps. Aujourd'hui encore, nous retenons cette image, bien plus que la vérité. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de cette histoire. Élisabeth nous rappelle que les grands personnages ne sont jamais seulement des êtres humains. Ils sont des symboles façonnés par l'illusion, le mythe et la mémoire. Sa vie, avec ses habitudes d'hygiène parfois repoussantes, nous montre combien l'histoire est faite de contrastes, entre la gloire et la misère, entre le parfum et la puanteur, entre la beauté et la souffrance. Alors, en refermant ce récit, imaginez Élisabeth une dernière fois. Non pas la femme vieillie, assise sur ses coussins, entourée de ses dames d'honneur, souffrant en silence, mais la reine immaculée, dressée dans sa robe dorée, ses perruques rousses flamboyant à la lumière, levant la main gantée pour bénir son peuple. Entre ces deux images, il y a tout le mystère de son règne. Et c'est ce mystère qui continue à nous fasciner, à nous troubler et à nous rappeler qu'au cœur de chaque légende, il y a toujours une vérité plus humaine, plus fragile, plus poignante.